Aujourd'hui, Ossine est mort. Il était seul. Il a attendu la nuit, sa solitude, ses ténèbres. Il a déchiré ses draps, en a fait une corde. Il l'a nouée à l'armature du lit et soigneusement, irrémédiablement, l'a attachée autour de son cou. Il s'est laissé tomber de tout son poids. Il a senti l'air lui manquer, il a eu peur, il a lutté quelques secondes, puis il a laissé venir la mort, sa délivrance, son désespoir. Les murs de la chambre d'Ossine sont les murs d'une cellule. Aujourd'hui, Ossine, 41 ans, écrou numéro 63 411, s'est pendu dans une prison française. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas la première fois qu'Ossine est en prison. Mais cette fois, il a tué un homme et il purge une peine de 7 ans. Ossine est malade, un détenu malade. Depuis 1992, il fait des séjours réguliers en hôpital psychiatrique, souvent contre son consentement. Depuis 1992, dans les dossiers, rapports, comptes rendus, expertises, procès-verbaux, on lit pathologie dépressive, personnage très dangereux, très grande difficulté d'insertion, troubles psychiatriques aigus, fou. La machine hospitalière, judiciaire et pénitentiaire parle de lui. Mais qui parle avec lui? Placer un individu en détention, c'est le priver de sa liberté d'aller et venir. C'est tout. Il doit continuer à bénéficier de la jouissance de tous ses autres droits, en théorie. C'est ce qui ressort de l'article 22 de la loi pénitentiaire de 2009. Question. Le pays de la Déclaration des droits de l'homme donne-t-il à son administration pénitentiaire les moyens d'assurer aux détenus la jouissance de ses droits? Garantit-il le respect des libertés qu'il tire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales? Article 2, droit à la vie. Article 3, droit à la dignité. Article 8, droit à la vie privée, familiale. Réponse. Non. En prison, on est comme un nouveau-né. On n'a pas la maîtrise de soi-même, de sa vie, de sa volonté, de son corps. Ce sont eux qui décident, pas vous. Ce sont eux qui vous disent à quelle heure il faut manger. Ce sont eux qui vous donnent l'injonction de vous laver, de vous habiller. Encore eux qui vous permettent de voir la lumière du jour. Toujours eux qui vous laissent, ou pas, serrer votre maman dans vos bras. C'est ça, la prison. L'homme n'a plus le choix de rien. Il subit. Le détenu est dans une situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration. Ce sont les mots de la Cour européenne des droits de l'homme. Autrement dit, un homme vulnérable, homme fragile, homme soumis. Comme on doit s'occuper plus d'un tout petit enfant qui ne peut rien faire seul. Lorsqu'un individu est placé en détention, c'est à l'État de s'occuper plus de lui, de vérifier qu'il vit dans des conditions dignes, de s'assurer qu'il est protégé des autres et de lui-même. Mais personne, je dis bien personne, n'a pris soin d'Ossine. Peut-être parce qu'Ossine est violent, peut-être parce qu'Ossine fait peur, peut-être parce qu'Ossine est différent. Personne ne veut voir sa souffrance. Personne. Alors, comme un enfant malheureux, Ossine fait tout pour se faire remarquer. Il pose problème. Il est violent, insultant, agressif. Les autres détenus le trouvent bizarre. Les surveillants pénitentiaires ont peur de lui. Face à lui, quelle est la réponse de l'administration pénitentiaire? La sanction disciplinaire. Ossine est placé au QD, quartier disciplinaire, de façon récurrente. Dans les 5 mois qui ont précédé sa mort, il est sanctionné 9 fois. 5 mois.
9 sanctions. En tout, un peu plus de 2 mois et demi dans cette prison dans la prison, dont 45 jours d'affilée, 45 nuits. Le quartier disciplinaire, une cellule de 8 mètres carrés, où la fenêtre est entièrement grillagée. Le mobilier, un lit, une armoire, dans un coin une douche, où le trou de l'eau sert aussi de toilette. La seule activité, 1 heure de sortie par jour, dans une cour de 15 mètres carrés, où le plafond est entièrement grillagé. Des contacts avec ses proches, interdits. Pas limités, pas conditionnés, non. Interdits. Pour quelqu'un comme Ossine, le traitement est indigne, inhumain, dégradant. Aux yeux de l'administration pénitentiaire, Ossine est un détenu difficile. Alors que fait la machine? Elle l'isole au quartier disciplinaire et dans le même temps, tente de le faire hospitaliser. Sans relâche, dans les mois qui précèdent son suicide, elle s'y emploie. Le 14 septembre, le directeur de la prison écrit au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il lui demande l'hospitalisation d'office d'Ossine. Le 22 septembre, il réécrit. L'état de santé d'Ossine est à présent totalement dégradé. Son placement en hospitalisation d'office m'apparaît indispensable. Le 24 septembre, il insiste. L'état de santé d'Ossine s'est aggravé. Une hospitalisation d'office est à présent absolument indispensable. Le 25 septembre, une corde, faite avec les draps, est retrouvée dans sa cellule disciplinaire. Ossine n'a pas pu voir sa famille depuis presque 2 mois. 2 mois. Le 5 novembre, le directeur finira par dire « Ossine n'a plus sa place en milieu pénitentiaire. L'a-t-il déjà eu ? Le 20 novembre, il sera enfin hospitalisé d'office. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'un pansement sur une plaie béante. L'hôpital se dira inadapté à la dangerosité du patient. Il y est resté 15 jours, en chambre fermée, attaché, étroitement surveillé, le tout avec injection régulière de neuroleptiques. Puis il est renvoyé dans sa cellule, seul. Sa famille n'a pas été informée de cette hospitalisation. Ils n'ont aucune nouvelle d'Ossine depuis plus de 3 mois. À son retour au centre pénitentiaire, un peu avant Noël, sa petite sœur Nora peut enfin le voir. Elle retrouve un frère amaigri, affaibli, dans un état de dépression profonde, faisant face à une souffrance insurmontable. Mais le directeur de la prison ne s'inquiète plus, parce qu'Ossine ne pose plus de difficultés. Il n'est plus violent, il n'est plus agressif. D'ailleurs, il n'est plus grand-chose. Il ne parle presque plus, se nourrit peu, et ne prend plus la peine de s'habiller. On oublie Ossine, qui passe 6 semaines à l'ombre de lui-même. La prison l'avait terrassé, l'hospitalisation l'a achevé. Mais pour l'administration pénitentiaire, le problème est résolu. Alors la nuit, les surveillants ne prennent pas la peine de faire des contrôles visuels dans sa cellule quand ils font leur ronde. Un contrôle? Pourquoi faire? Ossine meurt lorsque le jour tombe. Son corps est retrouvé au petit matin, au bout du petit matin, froid, violacé. Non, le détenu ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière. Non, aucune mention le concernant n'apparaissait sur le cahier des rondes. Oui, il est tellement plus facile de ne pas voir. Ossine peut se pendre tranquillement, dans la solitude et l'ignorance la plus absolue. Ils ont bafoué la dignité d'Ossine, de façon répétée, sans lui laisser le moindre répit. Et ils ont atteint le dernier droit auquel un individu peut prétendre, son droit à la vie. Je vous ai parlé de la prison. Je vous ai raconté l'histoire d'Ossine. Mais j'aurais pu vous raconter celle de Younes, qui voit des surveillants cracher dans son repas tous les jours, parce qu'il a eu le culot de déposer plainte contre eux pour violence. J'aurais pu vous décrire l'angoisse de Pierre, qui se réveille toutes les nuits, avec des cafards dans son lit. J'aurais pu vous parler de Marc, à Fleury-Mérogis,
de Mélanie au Baumette et de chaque détenu dans tous les mouroirs de la République. Ces atteintes aux droits de l'homme n'ont rien d'extraordinaire. La mort d'Hocine n'a rien de spectaculaire. Elle est, au contraire, d'une banalité navrante. En prison, la violation des libertés fondamentales de l'individu est quotidienne. Le suicide est un acte ordinaire. Alors bien sûr, la famille sera indemnisée. Bien sûr, l'État va payer pour sa faute. Mais est-ce la question? Qui ira mettre de l'argent dans les prisons? Qui sera prêt à admettre que la France traite ses détenus comme des chiens? Ce n'est pas une fatalité, non, c'est un choix. À l'ombre de la République des droits de l'homme, des êtres humains, souvent nés au mauvais endroit, au mauvais moment, souvent coupables, souffrent. Et personne ne recueille leur douleur. Certains choisissent la violence, certains se réfugient dans la religion, d'autres, comme Hocine, décident de mourir. Camus disait « Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue est la seule question qui mérite d'être posée. » Hocine se l'était-il déjà posé? Avant la prison, je veux dire. Peut-être. Mais c'est en prison qu'il s'est tué. C'est en prison que l'absurdité de son existence lui est apparue aussi violemment. Tous ces jours passés dans sa cellule disciplinaire, toutes ces heures attachées à un lit d'hôpital, toutes les humiliations de cet enfermement inhumain, non, sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. Hier, Hocine est mort. Aujourd'hui, je suis la voix de celui qui n'a plus de voix. Je porte un peu de la mort d'Hocine, un peu de sa souffrance. Aujourd'hui, il vous demande, comme personne ne l'avait fait, de l'écouter enfin.